Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Instant Porcher. La crise. Les temps sont durs. Et on le sait, les conséquences économiques de la crise sanitaire vont être désastreuses. Mais apparemment pas pour tout le monde. Les plus gros actionnaires de France, ceux du CAC 40, vont se voir verser des dividendes records, après avoir bénéficié d'aides de l'État. Existait-il des conditions lorsque ces aides ont été versées aux entreprises ? Comment, en pleine crise sanitaire, ces entreprises ont-elles pu verser 51 milliards d'euros à leurs actionnaires ? Une hausse de 22% par rapport aux années précédentes. Les chiffres du chômage sont tombés il y a un peu moins d'une semaine, et ceux-ci peuvent rassurer à première vue. Après les montagnes russes enregistrées en 2020, les chiffres du chômage semblent se stabiliser, bien qu'en un an, le chômage a augmenté de 6,8%. Comment protéger les salariés du chômage et faire en sorte que le chômage n'augmente pas ? Quel serait l'impact d'une réforme comme celle de l'assurance chômage sur ces chiffres ? Cela fait plus de 100 jours que le nouveau président américain, démocrate Joe Biden, est en poste. Présenté comme un centriste lors de la campagne, le bilan des 100 premiers jours s'avère être bien plus radical que ce que les observateurs avaient pu prédire. Et si c'est surprenant, son bilan n'en reste pas moins positif, et surtout sur le plan économique. On décrypte avec Thomas Porcher. Françaises, Français, rassurez-vous, tout ne va pas si mal. Et si la crise sanitaire et économique vous affecte, sachez que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et l'argent ruisselle, des entreprises aux actionnaires. 51 milliards d'euros de dividendes vont être versés aux actionnaires des entreprises du CAC 40. La crise, dites-vous ? Il s'agit là d'une augmentation de 22% par rapport aux années précédentes. Heureuses nos entreprises, celles qui ont bénéficié des aides de l'État, du chômage partiel, des reports de charges et d'une aide au financement, et qui peuvent désormais se permettre de reverser l'équivalent de la moitié du plan de relance à leurs actionnaires. C'est dans ces moments de crise qu'il faut profiter de l'argent de l'État. Croyez-moi, ce n'est pas tous les jours qu'un ministre des Finances vous dira « Vous avez besoin d'argent, je vous en donne ». Profitez-en. Profitez-en pour investir. Profitez-en pour vous interroger sur la raison d'être de votre entreprise. Profitez-en pour associer davantage les salariés à votre processus de production. Vous verrez, vous en sortirez plus fort, vos salariés en sortiront plus heureux et votre entreprise en sortira plus performante. On va s'en sortir aussi et on va réussir mieux parce que je vais vous dire, nous savons où nous voulons aller. Nous savons quelle est l'économie que nous voulons construire. Nous voulons une économie décarbonée. Nous voulons une économie respectueuse de l'environnement. Nous voulons une économie compétitive. Nous voulons une économie innovante. Nous vous avons soutenu le chômage partiel, le soutien à la demande, le soutien au secteur aéronautique et au secteur automobile. Maintenant, nous voulons investir. Alors Thomas, ma première question, je m'adresse surtout aux professeurs. Quand on parle des dividendes, de quoi on parle et comment ça fonctionne ? Alors pour faire simple, le dividende, c'est le revenu d'un titre de propriété. Alors concrètement, c'est quoi ? Une entreprise génère un profit. Un profit, c'est ce qui reste une fois qu'on a tout payé, les salaires, les fournisseurs, etc. Ce profit, une partie de ce profit, va revenir aux actionnaires sous la forme de dividendes. Une autre partie va être de l'investissement et une autre partie peut être donnée aux salariés sous forme de primes. Donc c'est normal de rémunérer les actionnaires. Après, la vraie question, c'est à quel niveau ? Qu'est-ce qui est légitime et qu'est-ce qui devient indécent ? Parce qu'aujourd'hui, les actionnaires, ils récupèrent, dans le CAC 40, 60% des profits. 60% des profits de ce qui reste reviennent aux actionnaires. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 50-70, aux États-Unis par exemple, les actionnaires récupéraient 35 à 45% du profit. Depuis les années 80, ils récupèrent 60%. Donc vous voyez, il y a cette question qui se pose de à quel niveau ça devient indécent de donner cette part du profit aux actionnaires. Parce que cette part de profit que l'on donne aux actionnaires, elle se fait contre l'investissement et contre les salariés. Et alors aujourd'hui, comment est-ce que c'est possible que ces entreprises aient pu toucher autant de l'argent de l'État ? Est-ce qu'il y a eu des contreparties au moment où l'État leur a fait bénéficier des aides ? Et c'est ça qui est en fait indécent dans ces dividendes qui ont été touchés par les actionnaires, c'est qu'on a un niveau de dividende qui est plutôt élevé, qui ressemble à ce que touchent ces actionnaires dans une période d'activité normale. Or aujourd'hui, on n'est pas dans une période d'activité normale. L'économie est en chute, on est tous confinés, l'activité ne fonctionne pas, et eux reçoivent des dividendes comme si tout allait bien. Donc on voit bien qu'on a une dichotomie très claire entre l'économie réelle et l'économie financière. Donc comment ont-ils pu recevoir autant d'argent ? C'est très simple, c'est qu'ils sont sous perfusion d'aides de l'État.
les prêts garantis, les reports de charges, l'activité partielle, ils sont sous perfusion. Donc là, on voit très bien l'argent public qui va alimenter, in fine, les dividendes pour les actionnaires, puisqu'il n'y a pas d'activité réelle au milieu de ça. Et c'est là qu'il y a un vrai scandale. C'est que moi, je suis pour que l'on aide les entreprises quand ça va mal. C'est l'objectif normalement de l'État et d'un plan de relance. C'est de la politique contracyclique. On fait en sorte que voilà, ce ne soit pas la casse et on aide ces entreprises. Mais on doit les aider avec des contreparties. Or, il n'y a eu aucune contrepartie qui a été faite. Et donc, s'il n'y a pas de contrepartie, elles font ce qu'elles veulent. Elles peuvent licencier, elles peuvent compresser les coûts, elles peuvent ne pas augmenter les salaires, elles peuvent faire de l'optimisation fiscale en s'installant des paradis fiscaux, et elles peuvent donner des dividendes élevés à leurs actionnaires. Et là, il y a un véritable problème parce qu'on parle aujourd'hui d'argent public. Oui, donc on parle de nos impôts, de ce qu'on cotise, qui ne va plus du tout dans les hôpitaux, mais dans les actionnaires du CAC 40. Oui, vous avez... Et tout ça permet quand même, il faut dire la vérité, c'est que cet argent public qui va dans les entreprises permet aux entreprises de ne pas plus licencier qu'elles le feraient sans argent public, je pense. Parce qu'aujourd'hui, il y a des lois de travail qui ont été votées qui permettent vraiment de se séparer beaucoup plus facilement des salariés. Probablement qu'une grosse partie, grâce à l'activité partielle, permet de conserver un certain nombre d'emplois. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on n'a plus d'activité, en réalité, puisque nous sommes tous confinés. Et que de voir que ces actionnaires reçoivent des dividendes quasiment équivalents à ceux d'une période où il y a une activité normale, ça montre bien que voilà, cet argent public va en grosse partie dans les poches des actionnaires. Et il faut le rappeler, 100% des entreprises du CAC 40 reçoivent aujourd'hui des aides publiques. On n'a pas appris, en fait, on n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé en 2008. En 2008, les banques ont été renflouées sans aucune condition. Sans aucune condition, ce qui fait qu'elles ont récupéré cet argent pour spéculer en partie parce que ça rapportait plus d'argent plutôt que pour faire des prêts aux PME pour qu'elles puissent monter leur boîte, etc. parce que l'économie réelle ne rapportait pas suffisamment. Et là, c'est pareil, on prête aux entreprises sans contrepartie, ils n'ont pas voulu imposer des contreparties, de l'argent public qui appartient à tout le monde, et elles font ce qu'elles veulent avec cet argent. Alors moi je suis pour l'aide aux entreprises, mais tout argent public nécessite normalement une contrepartie. Ne pas licencier, peut-être reverser ses profits. Au lieu de donner 60% sous forme de dividendes, peut-être les donner en prime aux salariés. Vous avez des entreprises de la grande distribution dans le CAC 40. Ça veut dire que vous avez des salariés qui ont été ce qu'on a appelé les premiers de corvée, les caissières, les personnels des supermarchés, sans masque, on s'en souvient, qui ont pris des risques pour leur vie. Et peut-être que l'argent public, ce serait mieux de le reverser à ces gens-là plutôt qu'aux actionnaires. Si les actionnaires récupèrent un peu moins de dividendes cette année, ils ne vont pas tomber dans la précarité. Par contre, augmenter les salaires de ces premiers de corvée qui ont travaillé dans la grande distribution, tout de suite, ça leur donne une meilleure qualité de vie. Donc là, il y avait des arbitrages qui auraient pu être faits, mais qui n'ont pas été faits par le gouvernement. Donc c'est un choix politique. Et vous savez, là, on voit très bien pour qui travaillent nos politiques. Est-ce qu'ils travaillent pour les financiers, pour les grands groupes, pour les quelques familles qui sont actionnaires de ces grands groupes, pour les fonds d'investissement, ou est-ce qu'ils travaillent pour le reste de la population ? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Quand vous avez un président qui a été haut fonctionnaire, donc qui a fait des études pour être fonctionnaire, l'ENA, haut fonctionnaire aux finances, et puis qui ensuite va dans une grande banque où en quelques années il gagne autant que dans toute sa carrière s'il était resté haut fonctionnaire, voilà, moi je crois que quand vous avez à un moment des gens de la Commission européenne qui finissent après chez Goldman Sachs, je crois que la réponse est toute faite. Il n'y a pas à être complotiste pour dire que nos gouvernants, ils pensent comme des financiers. Et à mon avis, ils reçoivent plus des acteurs de la haute finance internationale et des grands patrons dans leur ministère, il suffit de regarder leurs agendas, que des salariés de chez Carrefour qui ont été exposés. Du coup, quel est l'impact réel de cette logique actionnariale sur le fonctionnement des entreprises ? Il faut refaire un peu d'histoire là-dessus. Faut revoir. Ça n'a pas toujours été comme ça. Vraiment, entre 50 et 70, on avait une économie qui était plus administrée, on avait plus de réglementation sur la finance. Et à l'époque, les actionnaires récupéraient une partie du profit, mais beaucoup moins. D'accord ? Il y avait une autre partie qui allait à l'investissement et qui allait aux salariés. À partir des années 80, s'est installée dans la gestion d'entreprise la maximisation de la valeur donnée à l'actionnaire. Et un certain nombre de règles ont changé dans l'entreprise. La première règle, c'est que le manager, le dirigeant d'une entreprise aujourd'hui, a sa rémunération qui est alignée sur celle des actionnaires. C'est-à-dire que plus il donne d'argent aux actionnaires, plus il a une rémunération élevée. Donc le patron d'une entreprise, il est plus au service des actionnaires qui ont une logique de court terme, qui veulent recevoir des dividendes tous les ans, plutôt qu'au service de l'entreprise qui nécessite parfois une vision de long terme, des investissements sur le long terme. Voilà. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que pour dégager
des dividendes énormes pour les actionnaires, il faut d'abord dégager du profit. Pour dégager du profit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut compresser les salaires. Donc la part des salaires dans la valeur ajoutée a commencé à diminuer à partir des années 80. Elle est stable ces 20 dernières années, mais elle a fortement diminué à partir des années 80. Donc on voit bien en fait que la logique actionnariale, elle se fait contre les salaires, parce qu'il faut compresser les salaires pour dégager du profit, mais elle se fait aussi contre l'investissement, parce que moins vous faites d'investissement, plus vous donnez de dividendes. Et donc sur le long terme, ça joue contre l'entreprise. Quand vous voyez parfois des entreprises, des usines qui ferment, et on vous dit toujours, oui, elles ferment parce qu'elles ne font pas les bons pneus à la bonne taille pour le marché, oui, elles ferment parce qu'elles ne se sont pas adaptées à la conjoncture internationale. Mais pourquoi elles ne se sont pas adaptées? Parce qu'il n'y a pas eu d'investissement. S'il y avait des investissements pour les adapter, pour les transformer, on n'en serait pas là. Donc un grand nombre aujourd'hui d'usines se ferment et font faillite parce qu'il n'y a pas eu d'investissement. Et d'ailleurs, on s'en sépare plus rapidement souvent parce que c'est des unités les plus faibles, ce qui fait monter l'action. En bourse, quand ça fait monter l'action, ça fait monter ce que gagnent les actionnaires. Donc la logique en fait actionnariale a joué vraiment contre l'entreprise, contre les salariés, et je dirais même contre l'ensemble des gens, parce que les États, pour attirer les actionnaires, ont mis en place des réglementations comme la baisse de la fiscalité, comme la loi travail, justement pour qu'on puisse faire en sorte de compresser la masse salariale, donc de licencier plus rapidement quand la conjoncture ne va pas bien. Vous savez, pour faire simple, c'est ça. Quand vous avez une entreprise, si vous avez de l'activité que vous arrivez à vendre, il n'y a pas de problème. Là, vous faites un fort profit et c'est très bien. Mais comme la conjoncture, elle n'est pas tout le temps ascendante, parfois vous avez une conjoncture plus faible. Quand vous avez une conjoncture faible, qu'est-ce que vous faites? Vous n'arrivez pas à vendre, donc vous licenciez, vous baissez les coûts pour dégager un profit. Et les actionnaires, eux, quoi qu'il arrive, quelle que soit la conjoncture, ils ont toujours leurs dividendes assez élevés. Et les lois travail, elles permettent justement de transformer les salariés comme des meubles qu'on peut bouger à droite et à gauche en fonction de la conjoncture. On s'en sépare quand la conjoncture va mal, et comme ça on garde des profits pour donner la part de ces profits aux actionnaires. Donc là, à la fin des fins, on se demande quel est le but en fait. À un moment, la finance et les actionnaires devaient servir l'entreprise. Au final, c'est plutôt l'entreprise et toutes les parties prenantes de l'entreprise qui sont au service de la finance et des actionnaires. Et ce n'est pas du tout bon, voilà, pour l'économie de manière générale. Donc finalement, toutes les parties prenantes de l'entreprise, et bien au-delà, une grosse partie de la société, sont au service en fait des actionnaires maintenant. C'est ça. À première vue, les nouveaux chiffres du chômage sur le premier trimestre 2021 rassurent. Le nombre de demandeurs d'emploi sans activité est resté plutôt stable, avec un recul de 0,4% au premier trimestre. Mais en un an, celui-ci a augmenté de 6,3%. Si nous cumulons aujourd'hui les chômeurs de catégorie A, B et C, nous parvenons au chiffre de 6 12 600 chômeurs en 2021. Alors Thomas, en début de crise, le discours du gouvernement était « Rassurez-vous, on va préserver l'emploi, on va faire en sorte que le chômage n'augmente pas ». Est-ce que ce sont ces aides qui ont permis aux salariés de ne pas finir chômeurs? Tout à fait. Ce sont les aides de l'État qui ont permis au chômage de ne pas augmenter fortement. Il a augmenté sur un an, mais grâce aux aides, on a réussi à maintenir une partie des salariés. Parce qu'il faut bien voir, il faut bien comprendre que l'activité s'est effondrée. On a eu une chute de l'activité qu'on n'a jamais vue auparavant. Donc s'il n'y avait pas eu d'aide, le chômage aurait explosé. Là, il a augmenté, mais une partie des aides, notamment l'activité partielle, a réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de chômeurs. Mais ça ne veut pas dire qu'une partie de la population ne s'est pas appauvrie. Vous avez beaucoup de gens qui ont perdu une partie de leurs revenus, ce qui les place sous le seuil de pauvreté. Vous avez une grosse partie de précaires qui ne rentrent pas dans les dispositifs de chômage. Et normalement, le plan de relance mis en place par le gouvernement aurait dû prendre en compte ces personnes-là, un peu plus qu'il ne le fait, puisqu'il ne consacre que 0,8% de son montant aux plus précaires. Le reste, c'est des baisses d'impôts sur les entreprises, notamment la baisse de l'impôt de production. Mais globalement, on peut le dire, sans les aides, on n'en serait pas là. Et ça doit nous permettre d'avoir une réflexion, enfin, pas nous, mais plutôt le gouvernement, c'est que tout ce que Macron avait voulu mettre en place lorsqu'il a fait campagne et lorsqu'il a débuté son quinquennat, c'est en fait tout ce qui nous a sauvés aujourd'hui. Et quand je vois que malgré cela, il y a encore des gens qui sont partisans de la réforme, par exemple, de l'assurance chômage, qui va offrir moins de prestations chômage à certains salariés et qui va rendre beaucoup plus difficile l'accès au chômage, je pense qu'on n'a pas tiré les leçons qu'il fallait. Là, ce qui nous a sauvés de cette crise, et ce qui a sauvé les entreprises, c'est de l'argent public, c'est l'État social.
Si aujourd'hui on arrive à limiter la casse, c'est grâce à l'État social, au stabilisateur automatique. Donc ça, il faut retenir la leçon et ne pas faire des réformes sur l'assurance chômage ou sur d'autres, comme veut faire le gouvernement. Donc là, sur la question de la réforme de l'assurance chômage, si elle passe, on peut s'attendre à une explosion des chiffres du chômage? Ah bah, bien sûr. Enfin, pas une explosion des chiffres, parce qu'en fait, le but de cette... mais une explosion de la pauvreté, ça c'est sûr, d'une partie. Parce que vous allez avoir une grosse partie de ceux qui touchent des allocations chômage qui vont voir leur allocation chômage diminuer. Alors, quand on est chômeur, on ne touche pas des millions d'euros. Hein. Vous savez, c'est autour de 1 000 euros. Et il y a une grosse partie des chômeurs qui n'ont pas d'indemnité. Et surtout, ça va être plus difficile d'avoir ce statut de chômeur pour toucher des allocations chômage. Donc, il est possible que le chômage baisse et qu'on ait un beau chiffre, mais qu'on laisse au coin de la route une partie des gens, parce qu'ils n'ont rien, pas d'allocation, mais qui ne rentrent pas dans le chiffre du chômage, parce qu'on a fait en sorte que le statut de chômeur soit plus difficile à avoir. Donc on va se retrouver dans le cas souvent des États-Unis, qui ont un très faible taux de chômage, c'était le cas avant Trump, un très faible taux de chômage, mais qui ont une aide alimentaire qui explosait. Et ce qui fait que beaucoup d'économistes ne comprenaient pas comment Trump avait pu gagner, alors qu'il y avait un si faible taux de chômage. Il y avait un faible taux de chômage parce que c'est très difficile d'être chômeur. Mais il y avait une grande pauvreté, sans statut de chômeur, à côté de ces chômeurs. Et là, c'est un peu ce que veut faire le gouvernement. Il veut faire en sorte de désinciter les gens à être chômeurs, comme si on voulait être chômeur, alors qu'on est chômeur en fonction de la conjoncture. Il y a eu 1,5 million de chômeurs en plus entre 2008 et 2017. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une épidémie de paresse, c'est parce que l'activité n'était pas repartie. Donc voilà, il faut bien comprendre ça. Une fois qu'on a compris ça, on comprend qu'il y a des améliorations probablement à faire sur l'assurance chômage, mais que grosso modo, ce qui nous sauve aujourd'hui, en tous les cas, c'est ces stabilisateurs automatiques, c'est l'État social. Quelles seraient les réformes là urgentes à faire? Moi, je pense que les premières réformes à faire, c'est de ne plus faire de réformes. Ça, c'est la première des choses, parce que là, la réforme des retraites, elle est encore là, la réforme de l'assurance chômage, elle est encore là. Alors, on a bien compris pourquoi c'est là, hein, parce qu'il faut absolument donner des gages à Bruxelles, à l'Allemagne, parce que nous dépensons. Alors, tout le monde dépense, mais nous dépensons, donc il faut donner des gages, et donc il faut s'engager à faire des réformes. Mais la première des choses, moi, je pense, parce que la société, là, va sortir, mais complètement cabossée de cette crise, hein, c'est d'arrêter les réformes. Arrêter la réforme des retraites, arrêter la réforme de l'assurance chômage, arrêter la baisse du nombre de fonctionnaires, comme ça a été fait même encore dans le dernier budget, on a retiré beaucoup de fonctionnaires à Bercy et dans l'écologie, arrêter tout ça et se concentrer sur la reprise de l'activité. Or là, ce n'est pas du tout ce que fait le gouvernement. On voit encore en pleine crise, alors même que c'est le chômage qui sauve une partie des salariés, qui sauve les entreprises avec l'activité partielle, eh ben, il nous parle encore de l'assurance, de la réforme de l'assurance chômage. Bon, que dire ? Voilà plus de 100 jours que le président des États-Unis, Joe Biden, est en poste. Et pour l'instant, son bilan est pour le moins surprenant. Alors qu'on aurait pu s'attendre à une politique très libérale, centre-droite, en opposition avec son rival des primaires démocrates, Bernie Sanders, Joe Biden s'avère bien plus radical que prévu. Plan de relance rooseveltien, campagne vaccinale couronnée de succès, taxation des plus riches, impôt minimum à 21% pour les multinationales. Le président semble avoir changé le paradigme de la politique économique des États-Unis. Nous avons tenu notre parole, démocrates et républicains, d'envoyer des chèques de secours de 1 400 $ à 85% des foyers américains. Et nous avons déjà envoyé plus de 160 millions de chèques. Cela fait une différence. Personne ne devrait avoir à choisir entre un emploi et une fiche de paye ou prendre soin de ses proches, de son conjoint ou de son enfant, a-t-il dit. Poser des milliers de kilomètres de lignes nécessaires à un réseau électrique résilient et entièrement propre créera des emplois. Pendant trop longtemps, nous n'avons pas utilisé le mot le plus important lorsqu'il s'agit de répondre à la crise climatique, le mot emploi. Alors Thomas, je pense qu'on pourra dire tous les deux que ce revirement est très surprenant. Les États-Unis semblent bien moins néolibéraux que l'Union européenne. À quoi est-ce dû, à ton avis ? À plusieurs reprises, les États-Unis ont été beaucoup moins libéraux que l'Union européenne. En réalité, les États-Unis, c'est les premiers promoteurs d'une forme d'idéologie qui ne s'applique pas à eux-mêmes. Déjà à la crise de 2008, le plan de relance américain avait été beaucoup plus fort que le plan de relance européen. L'impulsion budgétaire avait été beaucoup plus forte. Mais là, il y a un vrai changement. Il y a un vrai changement avec Obama. Parce que Obama, c'était un plan de relance, finalement, de soutien à l'activité, sans changement de l'économie telle qu'elle était. Et là, il y a quand même un changement. Parce que là, c'est un plan massif, mais c'est aussi un plan social. Vous l'avez dit, c'est un plan
qui est en faveur des ménages les plus modestes. Il y a une volonté de taxer les multinationales. Voilà, donc il y a une dimension quand même sociale. Il y a la prise en compte des inégalités qui est importante. Donc il y a vraiment une dimension sociale dans ce plan de relance, ce qui marque une rupture très claire avec ce qui a été fait les dernières années aux États-Unis. Et ce qui est impressionnant, c'est que nous, on fait exactement l'inverse. En France et même en Europe, nous faisons exactement l'inverse. Macron, il devrait se dire, là, le fait que l'on prenne en compte les inégalités, que l'on prenne en compte la taxation des plus riches, que l'on prenne en compte le revenu minimum, ces questions-là montrent que le système français, comme il est, finalement, c'est une forme de victoire, quelque part, de notre système. Et Macron, il est à contre-courant. En fait, Macron, il a 30 ans de retard. Ce qu'il fait, en fait, au système français, c'est ce que les États-Unis ont fait dans les années 80. Et aujourd'hui, on dirait qu'il veut rattraper ce retard, alors qu'il devrait se dire, non, voilà, nous avons une avance sur des choses importantes, donc conservons-la. Et c'est plutôt l'inverse qu'il fait. Est-ce que c'est possible que la France et l'Union adoptent la même logique ? Alors là, je n'y crois pas, compte tenu des dernières nouvelles. On se rend bien compte que, alors Bruno Le Maire sur la taxation des multinationales, maintenant c'est les États-Unis, c'est plus compliqué, mais il a mis quand même du temps, il a beaucoup tergiversé, il ne savait pas trop ce qu'il voulait, quoi. Il voulait fixer plutôt le taux de taxation, je crois, au niveau de l'Irlande au départ. Donc c'était un niveau qui était plutôt faible. Ensuite, quand je vois qu'on veut inscrire les dépenses publiques, la maîtrise des dépenses publiques dans la Constitution, quand je vois qu'on continue les réformes, non, j'ai l'impression que l'Europe est à contre-courant. Mais il y a un mythe pour dire que l'Europe, oui, il y a un modèle européen qui serait plus social. C'est faux. L'Europe, c'est une matrice libérale, extrêmement libérale, de mise en concurrence des États, de concurrence des systèmes sociaux. Donc voilà, c'est ça ce qu'est l'Europe. Donc financière et non pas sociale. Exactement. Donc l'Europe, c'est le marché qui domine. Et là, je pense que les États-Unis vont ringardiser la politique européenne parce qu'ils vont mieux s'en sortir. Ils vont mieux s'en sortir. Économiquement, ils vont rebondir plus rapidement. Ça a souvent été le cas, mais là, je pense que ça va être encore plus important. Et nous, on risque de transformer la crise du Covid en une crise de la zone euro, comme nous l'avons fait avec la crise des subprimes de 2007, que nous avons transformée en crise de la dette européenne, parce que nous n'arrivons pas à prendre des décisions pour faire de la relance. Et là, ce qu'il faut, c'est faire de la relance économique, encore une fois, de l'investissement public dans les infrastructures, et ainsi de suite. Et nous avons du mal à faire cela. Je rappelle quand même un chiffre, c'est que de mon collègue Lucas Chancel, économiste, qui montre dans son livre, en fait, que si la redistribution avait été la même qu'il y a 30 ans, il y aurait des inégalités qui seraient plus faibles de 40%. Et là, les États-Unis essaient de rattraper, c'est les premiers à avoir baissé la fiscalité, etc. Et ils ont vu leurs inégalités exploser, beaucoup plus que chez nous. Et c'est les premiers à revenir là-dessus. Et nous, plutôt que de se dire que nous avons réussi à maîtriser une partie des inégalités par rapport à ces pays anglo-saxons, même si les inégalités ont augmenté chez nous, fortement. Et plutôt que de se dire, voilà, nous, il faut absolument, nous avons une avance sur la réduction des inégalités par rapport à ces pays. Donc il faut vraiment prendre une avance supplémentaire pour réduire ces inégalités par rapport à ces pays. Eh bien, nous faisons l'inverse. Nous voulons les rattraper dans l'erreur qu'ils ont fait il y a 30 ans. Et c'est ça le problème. On est à contre-courant, en France, tout comme en Europe. Les États-Unis sortent de cette période-là, et nous voulons y entrer, alors que nous connaissons les conséquences, même politiques, de cette période-là. C'est Trump. C'est ça, c'est la montée en puissance des extrêmes nationalistes, populistes. Et nous voulons rattraper, tout en connaissant cette finalité, qu'il sera chez nous, qui a déjà été ailleurs, par exemple en Italie, avec la montée en puissance de Salvini à une époque. Donc voilà, donc nous, il faudrait là qu'on arrête tout ça et qu'on se dise, bon, ce n'est pas la bonne voie à prendre, prenons une autre voie, commençons déjà par la France, et puis après on verra si on arrive à convaincre d'autres pays européens, mais ce serait une bonne chose. Or là, ce n'est pas du tout ce qui est, à mon avis, c'est pas du tout ce qui est dans la tête de nos dirigeants. C'est la fin de notre émission. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à réagir et à la partager sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir l'information indépendante, vous pouvez devenir sociétaire du média ou nous faire un don. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Chaque jour, nous mesurons la catastrophe des politiques néolibérales en œuvre depuis près de 40 ans. Austérité, chômage de masse, crise. Les premiers touchés par ces politiques sont les travailleurs, les citoyens, les familles, vous. Pour changer les choses, il est impératif de nous réarmer, de comprendre les outils des puissants. Aux médias, nous voulons donner la parole à ceux que les médias traditionnels ignorent. Économistes hétérodoxes, journalistes, essayistes. C'est avec eux que nous pouvons comprendre le monde d'aujourd'hui et ses failles pour pouvoir construire le monde de demain.
Le média change, se transforme et devient une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif, pour nous permettre de continuer ces émissions d'analyse en toute indépendance. Rejoignez la coopérative du média pour que nous puissions ensemble reprendre notre destin en main contre des politiques économiques de pensée unique. Rejoignez la première coopérative audiovisuelle de France.